Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 50. C'est déjà le 50e épisode. Ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de la saison. J'ai avec moi Thiergo comme d'habitude. Comment vas-tu, mon cher Thiergo ? Écoute, ça va. Je suis un peu aigri, mais ça c'est grâce aux Giants ou à cause d'eux, comme vous voulez. Mais sinon ça va. Ok, et on a avec nous Greg, que vous connaissez peut-être si vous suivez Touchdown Actu. Comment vas-tu, mon petit Greg ? Ça va très bien, merci à vous deux en tout cas de me recevoir dans ce podcast spécial Giants et j'ai hâte de parler de New York avec vous. Ouais, et merci d'avoir accepté l'invitation parce que très honnêtement on s'est dit on va faire un bilan sur la saison. Là on est en plein, c'est le Black Monday ils appellent ça, je dis pas de bêtises, c'est ça le nom du lundi où tous les coachs se font virer, le premier lundi juste après la fin de la saison régulière. Et on s'est dit que ce serait cool d'avoir un avis extérieur et donc voilà, je t'ai proposé, tu as gentiment accepté, donc ça fait plaisir. Juste avant qu'on commence, on rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre et de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/onlyagiantpodcast. On remercie Quentin, Jimmy, Vincent, Fricazoïde, Victor et Guillaume. Et voilà, vous avez la possibilité, on le rappelle, on n'a pas le choix en fait sur Patreon, c'est forcément un abonnement, mais vous avez la possibilité, une fois que le premier virement a été fait et que vous avez profité de votre contribution, de vous désabonner. Donc voilà, on ne peut pas faire un don ponctuel, mais c'est possible de s'abonner et de se désabonner tout de suite. Voilà, on va pas en parler plus que ça, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on parle du match d'hier ou pas ? Est-ce que quelqu'un a à dire quelque chose sur le match ? Non, concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match, qui était à l'image des derniers matchs qu'on a vécu. Les Giants étaient tellement désespérés de remplir leur stade que les places se vendaient au moins cher à $6 la place. Alors, bien entendu, ça, c'est $6, c'est improbable. $6. Que dalle. Il faut savoir que normalement, en saison régulière, pour se retrouver tout en haut du stade, c'est $120. Voilà. Donc c'est dire à quel point ils étaient désespérés. Ils avaient à peine 15 000 personnes dans un stade de 80 000 personnes. Mais bon, là, en même temps, la prestation qu'on a eue sur le terrain explique pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais sinon, à part ça, ouais, je pense qu'il y a peut-être le sujet polémique du fameux QB sneak qui pour moi n'est pas du tout un sujet polémique. Mais c'est grand public, ça fait parler, c'est normal. C'est un QB sneak en troisième tentative quand t'es collé à ta end zone. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc je comprends que ça fasse parler et que les gens se moquent. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Greg, justement, ton avis de non-fan des Giants, de voir un QB sneak comme ça en troisième tentative. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'embête, au-delà de la tentative en elle-même, qui, est pas forcément très très convaincante, ça en dit quand même un peu long malgré tout. On a presque l'impression que ce match-là, alors forcément, c'est ce qui était ressorti, c'est ce qui était beaucoup mis en avant par l'aspect médiatique, par les médias en règle générale, pour traiter de ce match qui n'avait pas grand intérêt sportif au final. C'est clair. C'est de savoir comment serait reçu Joe Judge. On sait qu'il est un peu dans l'œil du cyclone depuis maintenant plusieurs semaines. Et c'est vrai qu'au-delà de la simple tentative en elle-même, ça en dit long déjà sur la confiance qu'il peut avoir aux joueurs qui sont autour de lui. Et surtout, ce que j'ai trouvé que c'était extrêmement contradictoire par rapport aux déclarations qu'il avait eues il y a quelques jours de ça vis-à-vis de Washington. Où il avait parlé où il avait traité de la situation un petit peu particulière en interne avec les joueurs qui se tapaient dessus, etc. Il les avait un peu tournés en ridicule, ce qui était un petit peu paradoxal. Et c'est vrai que quand on se retrouve dans un match où les Giants, on va le dire clairement, je vais peut-être être un peu vas-y, on agressif, mais n'ont quasiment pas existé contre Washington. Ah non, mais c'est vrai. Est vraiment pas dans une bonne passe non plus dans cette fin de saison. Ce jeu-là, pour moi, est totalement en contradiction avec le côté, justement, nous, on va jouer avec de l'orgueil parce que nous, en l'occurrence, on est vraiment, entre guillemets, droit dans nos bottes. En tout cas, on connaît nos valeurs, etc., contrairement aux autres sauvages qui se tapent dessus. C'est pas le message que j'ai ressenti. Et c'est vrai que ça a insisté un petit peu, même si encore, je pense que c'était amplifié à mon sens. Ça insiste aussi sur l'extrême fragilité autour de Joe Judge, et c'est la seule chose que je retiendrai prioritairement de ce genre d'action. C'est beaucoup comparé par exemple avec ce qu'avait fait Chuck Pagano il y a quelques années avec les Colts contre New England, cette action un peu sur équipe spéciale, un peu dans le côté what the fuck. À une époque, on sait que Chuck Pagano était déjà lui en grande difficulté. On voit que ça s'est pas très très bien terminé. Donc c'est vrai que le parallèle, malheureusement, peut-être, ou heureusement pour certains, peut être assez facile à faire dans ce sens-là. Ouais. Alors c'est marrant quand même que tu fasses ce rapprochement entre cette action et
la référence de Joe Judge au clown show qui apparemment était un tacle envers la Washington Football Team. Moi personnellement, quand j'ai entendu le speech de Judge où il parle de ça, à aucun moment j'ai fait le rapprochement avec Washington, mais je comprends que ça ait pu être perçu comme ça. Bien entendu, Judge n'ira jamais dire oui, bien entendu, je faisais un tacle à Ron Rivera et compagnie. Ça, il ne l'admettra jamais. Mais moi, par contre, en fait, ce que j'ai surtout vu, c'est des beatwriters et des fans des Eagles qui se sont jetés sur cette action en disant ah bah vous voyez, vous aussi, vous tankez, nanana. Alors, ça m'a beaucoup fait rire, un peu exaspéré aussi, parce que, en fait, si on remet les choses dans leur contexte, les Giants sont dos à leur propre end zone. Parce que je sais plus comment est-ce qu'ils sont arrivés là, bon, en fait, et qu'ils sont dos à leur propre end zone. Ils ont tenté une passe dans le flat vers Eli Penny qui n'a pas fonctionné, et on est sur un début de match où concrètement il n'y a rien qui passe. Tu fais une course plein centre, le joueur se fait plaquer avant d'atteindre la ligne d'engagement et on perd 3 yards. Et il faut savoir que la semaine précédente contre les Bears, oui c'est ça, hein, c'est bien contre les Bears, on se prend un safety dans ces mêmes conditions. Dans le dos à la end zone, on essaie de faire une course droit au milieu. Devontae Booker est plaqué dans la end zone, 2 points et punt pour l'équipe adverse. Donc là où je dis en fait que moi ça me choque pas, c'est que au final on voit une équipe qui offensivement est incapable de produire quoi que ce soit parce que Glennon est une merde. Jake Fromm est une merde inexpérimentée. On a une O-line qui est incapable de bloquer. Donc au bout d'un moment, tu as 2 solutions. Oui, en effet, tu peux tenter une passe, risquer le turnover, hein, parce que c'est sûr, il aura lieu. Ou alors, ou au mieux, la passe incomplète, et donc là, tu vas punter dans de très très mauvaises conditions et risquer de te prendre un block punt. Ou alors tenter une course et là risquer le safety parce qu'on sait déjà que, on l'a vu pendant tout le début de match, le milieu de la ligne est incapable de bloquer. Donc on s'est retrouvé dans cette situation ridicule où Judge se dit bah en fait j'ai juste besoin de 2-3 yards pour punter sereinement et laisser ma défense qui mine de rien se démerde pas trop mal faire le job. Donc voilà, bon, bien entendu, ça jasera longtemps, mais bon, c'est vrai que c'est ridicule comme situation. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Juste, alors je vais pas m'en mêler les pinceaux parce qu'encore une fois, il y avait beaucoup de matchs ce week-end, donc on est d'accord qu'il y a un pick 6 de Bobby McCain sur ce match-là. Jake Fromm se prend un pick 6, ouais, mais c'est un peu plus tard. Et c'est après, non, mais c'est là où je trouve le paradoxe, c'est que du coup, il joue petit bras justement pour éviter de se mettre dans la même panade que la semaine dernière. Mais au final, derrière, il tente une action, on va dire, un peu plus risquée, et il se retrouve quand même à faire un pick 6. Donc, ouais, mais c'était pas sur une action similaire contre le red zone, si ? Non, c'est pas sur ce drive-là, en tout cas. Oui, non, on est un peu plus loin de l'end zone. Ouais, on est un peu plus loin de l'end zone. Je crois qu'on doit être dans nos 20 ou 30 yards, quelque chose comme ça. Après, là, sur ce pick 6, t'as Jake Fromm qui, en fait, prend le ballon et direct, il regarde tout de suite Evan Engram et ne regarde personne d'autre. Donc le DB il a un job ultra facile à faire, il se met devant, il chope et il marque. Donc là on est plus sur de la mauvaise exécution et puis en fait du niveau d'exécution qu'on attend d'un gars comme Jake Fromm, hein, malheureusement. Mais bon, de toute façon le problème c'est que il y a rien dans ce match à part la défense qui pouvait nous donner une raison de nous réjouir. Même le seul TD de Jake Fromm, on s'en foutait complètement. Thiago, ça fait depuis la semaine 4 de la saison régulière qu'on dit exactement la même chose. On a dit la même chose toute la saison. La défense fait son taf. D'ailleurs, on prend 22 points, mais en fait, il y en a 7, voire peut-être même plus, qui sont dus à notre offense. Puisqu'il y a un turnover on downs en tout début qui finit sur un field goal, il y a un pick 6. Donc voilà, la défense, ils font carrément leur match. Et l'attaque qui ne peut rien produire. Et en tout cas, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Thiago. Et ça montre quand même qu'il n'y a aucune confiance dans cette O-line, il n'y a aucune confiance dans ce QB aussi. En fait, je pense que Joe Judge, là-dessus, il se dit, il prend le pour et le contre, il pèse le truc et il se dit... Où est-ce qu'on a le chance de faire moins mal et en fait c'est peut-être la moins mauvaise décision d'essayer de gagner un tout petit peu de terrain et se dégager pour faire ce punt. Mais on a vu tellement de fois des courses qui finissent par des pertes de terrain
parce que la O-line est complètement incapable de faire quoi que ce soit, que finalement c'est le risque minimal qui est pris, c'est sûr, mais il y avait tellement peu de chances que ça passe sur une course, puisque en face ils s'attendaient tellement que voilà, on a tenté une passe dans le flat qui n'a pas fonctionné, derrière il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Donc c'est navrant, hein, c'est désespérant, mais par contre les fans des Eagles qui viennent nous voir en disant bah alors vous êtes en train de tanker, non, en fait on est juste nul, on n'est pas en train de tanker, on est nul, c'est tout. On peut pas faire mieux, on fait de notre mieux, mais voilà, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est navrant, mais c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour ce match, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, c'est inutile d'en parler plus. Voilà, les défaites, on finit la saison à 4 victoires, 13 défaites. C'est triste. C'est rude, Okay. c'est très rude. C'est rude. Non, bah du coup, si on peut commencer à faire un point global sur cette équipe, hein, voilà, le point le plus marquant, et qui permet aussi de faire le lien avec a priori la fin de Gettleman chez les Giants. Et je pense que ça a été notre plus gros problème toute la saison, c'est cette O-line qui a été catastrophique, qui coûte à l'attaque, puisque l'attaque ne sait rien faire. On finit, alors j'ai vu une stat là, je sais pas si ça vous dit quelque chose, DVOA en français, qui est une espèce de statistique d'efficacité en gros. Sur l'attaque, on est 31e. Sur la défense, on est 18e, et l'année dernière, on était 26e en attaque et 19e en défense. Juste, ça montre que cette attaque a été en dessous de tout, avant-dernière, voire dernière, vraiment. Sur les derniers matchs, on a été pire que tout depuis que Daniel Jones est blessé. Et pour moi, vraiment le point central de tous nos problèmes, c'est cette O-line qui ne nous permet pas de courir, parce que je pense qu'on a des running backs. Saquon Barkley, je dis pas qu'il est au niveau de sa saison rookie, mais bon, il est quand même capable de courir. Devontae Booker, qui finalement, en fait, quand tu as 2 D-line qui t'attrapent avant d'avoir... tu as à peine attrapé le ballon, tu as déjà 2 mecs sur le paletot, tu peux pas faire grand-chose. Et on a bien vu aussi que peu importe le QB que tu mets, c'est très compliqué. Daniel Jones, on est largement mieux sorti que les 2 remplaçants, mais ça reste quand même extrêmement compliqué. Et je pense que nos receveurs avaient les moyens de faire des choses, mais en fait, vraiment la O-line est le centre de tous nos problèmes, et ça cause même des problèmes indirectement à cette défense qui se retrouve dans des situations très compliquées et qui doit défendre contre une attaque adverse qui se retrouve toujours en très bonne position pour commencer ses drives. Donc voilà, si je dois mettre un énorme problème, et le problème primordial à résoudre pour la saison prochaine et qui va être le chantier prioritaire du prochain GM, c'est ça. D'ailleurs, c'était le chantier prioritaire de Dave Gettleman, et il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit sur cette O-line. Toi, je sais pas ton avis sur si tu dois donner un gros point noir sur notre équipe, Greg, là, à ton point de vue, qu'est-ce que ce serait ? La ligne offensive, forcément, me paraît un point intéressant. Je crois que le pire, en plus, il me semble quand même voir d'assez bonnes choses d'Andrew Thomas cette saison. Donc en plus, oui. Il y a quand même une nette progression. Ça pouvait être difficilement plus compliqué que l'année passée, mais en tout cas, il y a une nette progression, et on voit que c'est quasiment le seul qui tient le cap sur cette ligne. Donc là-dessus, je te rejoins. Mais meilleur joueur offensif de la saison d'ailleurs. Clairement, oui. Et à mon avis, c'est le seul aujourd'hui dont tu peux te dire en attaque aux Giants, c'est un joueur autour duquel on peut créer quelque chose. Je trouve, en tout cas à titre personnel. Et après, il y a d'autres joueurs. Enfin, si on prend un Kadarius Toney, même si on voit qu'il est déjà beaucoup blessé pour sa première saison. Mais oui, enfin après, forcément, et je pense que c'est peut-être ce qui va sauver Joe Judge. À l'heure actuelle, il n'est pas encore viré, mais c'est peut-être ce qui peut lui permettre d'être maintenu. C'est ce côté. Il n'a pas eu tous les éléments pour composer en attaque. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue-là. Je pense que ce sera votre cas aussi. Mais c'est vrai que je regardais ça. C'est quand même dingue de se dire que les 2 seuls joueurs offensifs qui ont participé à tous les matchs cette saison, c'est Elijah Penny et Will Hernandez, je crois. C'est ça. Donc c'est quand même rien du tout quand on sait qu'en défense, il y en a au moins une bonne dizaine. Mais après, voilà, pour venir à mon point principal, je peux pas m'empêcher d'être déçu par la prestation globale des cibles. Pour moi, c'est un des postes qui, d'un point de vue contractuel, est le moins susceptible d'être bouleversé pendant l'intersaison. En attaque, j'entends. On peut toujours se dire qu'on peut drafter un running back pour prendre la suite d'un Saquon Barkley qui commence quand même à traîner un petit peu la patte, je trouve. En tout cas, qui a peut-être accumulé un petit peu trop de blessures. L'avenir de Daniel Jones, j'apprends rien si je dis que c'est assez incertain. Et la O-line, t'en as parlé il y a quelques secondes. Mais ouais, le corps de receveur, il y a un gros contrat qui a été offert à Kenny Golladay, il y a un premier tour de draft qui a été investi sur Kadarius Toney. Sterling Shepard peut être cuté, mais je crois que même en étant cuté, il coûterait quand même 7 millions à la franchise pour l'année prochaine. C'est quand même un secteur de jeu où on se dit, et je n'ai pas parlé d'Evan Ingram qui en plus au vu du salary cap des Giants est free agent cette intersaison, et on est sûr de rien quant au fait qu'il soit re-signé.
Sachant que c'est un des rares joueurs, des très rares joueurs qui a eu plus d'un touchdown à la réception. Déjà qu'on a eu un seul, puisque Golladay et Tony en l'occurrence en ont 0. Donc voilà, c'est plus ça qui moins m'inquiète en l'occurrence, parce que même s'il y a eu des blessures et forcément des joueurs qui n'ont pas pu disputer toutes les rencontres, le fait de se dire qu'avec Golladay et Tony notamment, t'as pas au moins un touchdown de ces deux joueurs-là, t'as pas une capacité à être un peu plus explosif que ça. Bah, ça me paraît quand même un petit peu dommage. Et heureusement qu'il y a Darius Slayton, je trouve, qui de temps en temps est capable de sortir du chapeau dans un rôle qui est le sien, de receveur numéro 3, on va dire. Oui, parce qu'il n'est pas plus. Hein, voilà, c'est ça. On va dire qu'au moins il est là dans ce rôle. Mais c'est vrai que le reste, c'est quand même beaucoup trop irrégulier. Et ça symbolise, je trouve, une attaque qui, sur le papier en tout cas, aurait dû apporter plus que ce qu'elle a apporté dans les faits. Bah, sur le papier, c'est clair. Et puis, on a eu des gros problèmes aussi coordinateur offensif. Alors, même si, au final, Garrett, on va presque dire qu'il a réussi à limiter la casse. Et on peut presque comprendre certains calls qu'il a appelés quand on voit l'état de cette O-line qui permettait de pas de faire grand-chose. Alors que Kitchens, ça n'a pas apporté grand-chose de plus. Ton avis, toi, Thiergo, sur cette équipe et le vrai point noir? De toute façon, je pense que tu vas être d'accord avec ce qu'on a dit. Tu es quand même à 2 doigts de nous dire en fait c'était pas si mal Jason Garrett, mais je suis assez non, d'accord. en fait, quand je vois Jason Garrett par rapport à Kitchens, moi je pensais vraiment qu'il y aurait eu justement, Greg parlait d'explosivité, etc. On a été en dessous de tout, on n'a pas été capable de lancer une passe longue. Mais en fait, finalement, et on l'avait déjà dit, mais quand tu vois la O-line, tu peux juste pas. Et moi j'hallucine. En fait, j'ai pas regardé beaucoup d'autres matchs d'autres équipes, mais j'hallucine quand je regarde le temps qu'ont les autres quarterbacks pour lancer. Je me dis, mais c'est ça en fait une O-line NFL. Ah d'accord. Je comprends. Parce que c'est juste pas possible avec notre O-line. Tu peux rien faire. Et quand t'as pas de O-line, en fait, ton attaque elle est morte. T'as beau appeler tous les meilleurs jeux du monde, tu peux rien faire. Mais tu vois, je laisse enchaîner Thiergo, pardon, mais moi ce qui me saute aux yeux par exemple, c'est que tu prends une équipe comme les Ravens, qui a des gros problèmes de ligne offensive aussi. Bon, pour d'autres raisons en l'occurrence, puisque c'est des problèmes de blessures. Et tu vois que même avec ça, ils arrivent à avoir des QB qui continuent de performer. Et en fait, ce qui me perturbe concrètement dans cette attaque des Giants, et je pense que ça vaut autant pour Garrett que pour Kitchens aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais vraiment réussi à identifier une identité propre qu'a par exemple Baltimore, et qui leur permet par exemple, peu importe le joueur en place ou à quelque position que ce soit, de réussir à faire tourner la machine. Ah mais complètement, et le poste de coordinateur offensif va être primordial la saison prochaine. Thiergo, vas-y, je te laisse dire ce que tu voulais dire. Non, alors, je pense que déjà, en effet, Greg, tu touches à un point qui est tout à fait vrai, c'est que il y a des équipes qui ont eu des blessures, voire autant de blessures, voire plus de blessures que les Giants au niveau de leur ligne offensive, et qui pourtant s'en sont bien sortis. Parce qu'il faut quand même pas oublier que sur notre ligne offensive, on avait quand même un Nick Gates qui était très puissant en 2020 au centre, et qui était un joueur qui a tenu tête à des gars comme Aaron Donald, un Shane Lemieux qui, certes était rookie, mais en run block se débrouillait bien. Ces deux gars, on les a perdus en début de saison, et on s'est retrouvé en fait à aller piocher des gars à droite à gauche avec des trades à la mort moelle-neu, et qui étaient en fait incapables de faire le job. Tout simplement parce qu'on a eu un gros problème de coaching, et là Rob Saleh en fait n'a rien fait de mieux que son prédécesseur Marc Colombo, dans le sens où on n'avait aucune profondeur de banc, et les mecs qui étaient remplaçants étaient incapables de faire le quart de ce que faisaient les titulaires. Et à partir de là, je suis sûr que tu trouvais des lignes offensives NCA bien meilleures que celles des Giants. Et donc à partir du moment où tu n'as plus de ligne offensive, c'est très compliqué pour tout le reste. Ton quarterback n'a pas le temps de passer, donc les receveurs n'ont pas le temps de se démarquer, et ton running back ne trouve aucune brèche. Donc tu rends le ballon tout le temps, donc ta défense est tout le temps sur le terrain, et donc tu te prends de plus en plus de points. Et tu rentres en fait dans ce cercle vicieux dont on ne s'est jamais sorti, et on arrive en fait à cette saison catastrophique. Donc pour 2022, ça va être encore très compliqué. On peut qu'espérer une progression. Mais de toute façon, je vois pas comment ça peut être une régression. Très honnêtement, il peut pas y avoir de régression. On voyait pas la régression non plus l'année dernière. Hein. L'année dernière, on se disait on a encore. Non, mais alors là, Thiergo, quand même, on a touché vraiment le fond du fond. De ce que peut faire une attaque NFL. Le fond du fond, c'est... Non. Malheureusement, il peut encore nous arriver pire, et on peut faire un 0-16 comme un 0-17, même d'ailleurs, on serait la première équipe NFL à faire un 0-17. Mais... Mais en fait, ce que je constate, le constat global de cette équipe sous Joe Judge, c'est que elle a montré des choses positives en 2020, même si c'était pas complet, mais elle a
carrément régressé, et je trouve qu'elle est même pire que sous Shurmur en 2018-2019. On est vraiment tombé très très bas. Ouais, c'est terrible. Et je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, messieurs, je vous annonce, on a eu le droit au Jason Garrett viré il y a quelques podcasts de ça, en plein live du podcast. J'y pensais. Et bien cette fois-ci, c'est Dave Gettleman. C'est annoncé, c'est officiel sur le site des Giants. Il prend sa retraite. Alors on a des très belles phrases. J'étais en train de lire d'un œil pendant que vous parliez. Ils disent merci pour son dévouement, tout ça. C'est très beau. Qu'il aille se faire foutre, oui. C'est pas honnête du tout qu'il aille se faire foutre. Exactement. Et ils disent donc que Tisch qui raconte qu'il est très déçu évidemment du progrès de l'équipe, de la réussite de l'équipe sur le terrain, et qu'ils sont à fond pour trouver un GM qui sera capable de faire gagner cette équipe évidemment et de répondre aux attentes des fans. Bon bah voilà, donc c'est assez classique. Donc il part quand même de manière assez gentille. On a attendu que la saison se finisse puisque c'est quand même un ancien de la maison, donc on n'a pas voulu le virer comme un malpropre. Mais voilà, bon débarras, ça c'est enfin une chose que les fans attendaient depuis longtemps. Ça fait 4 ans qu'il est là, Dave Gettleman, et juste si on peut en parler puisqu'on parle de lui. Il finit avec du coup un bilan de 19 victoires et 46 défaites. Je pense que c'est le pire bilan des 4 dernières années, tout cumulé à mon avis. Il faudrait voir les Jets ou les Jaguars, mais on ne doit pas être loin. Alors que Joe Judge, qui lui de son côté a pour l'instant pas été viré, ce qui ne veut pas dire qu'il va être forcément head coach la saison prochaine, et il est à un bilan de 10 victoires, 23 défaites. A priori, pour le bilan de Gettleman, ils ont passé une stat lors du match hier qui montrait depuis la fin 2017, donc en gros depuis que Joe Judge a pris... non, ça incluait peut-être 2017. Mais en tout cas, on va dire que depuis 2017, on avait le même bilan victoire-défaite que les New York Jets. Donc on est très très bas. Il me semble que les New York Jets ont aussi perdu leur match hier soir, donc sur la même période on est toujours au même bilan. Et concernant Joe Judge, il y a déjà des tweets qui sont en train de sortir, notamment Dexter Lawrence qui a parlé à des journalistes et qui dit que Joe Judge a discuté avec les joueurs et il leur a parlé de ce qui va se passer en 2022. Ce qui laisserait penser qu'on aurait dit à Judge, t'es coach pour 2022 et tu peux l'annoncer aux joueurs. Mais il n'y a pas encore eu d'annonce officielle de la part des Giants. Alors a priori, ce qui était prévu, c'est qu'il y ait, il y a eu une réunion entre Judge et les joueurs qui a eu lieu à midi heure américaine, Judge qui n'a pas encore vu les propriétaires. Donc en fait, a priori, c'est pas eux qui vont le virer, mais ce qui est pas impossible, ça on n'en sait rien, puisque maintenant ils vont devoir trouver un nouveau GM. Puis ce qui est sûr, c'est que forcément ce sera moins attirant comme poste si jamais tu dis tu es GM, par contre ton QB c'est lui et puis ton head coach c'est lui, ça va forcément limiter les prétendants. Maintenant ça peut être une porte ouverte en disant pour l'instant le head coach c'est lui, maintenant t'en fais ce que tu veux, à toi de voir. Là je sais pas trop ce qui est possible de faire, je sais pas quel est l'historique des Giants là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé un tweet d'un mec qui s'appelle Big Blue VCR sur Twitter, qui est un mec j'avais écouté une interview de lui. En fait, il a toutes les cassettes des matchs des Giants depuis je sais pas combien d'années, et il s'amuse à les remettre sur ordi et à passer des vidéos de matchs. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Big Blue VCR. Et il raconte qu'en fait, c'est pas... il y a eu des prove it hier, donc en gros, on te donne une dernière saison pour montrer ce que tu sais faire. Il y a eu Parcell en 84, Facel en 2000, quand il amène les Giants au Super Bowl contre les Ravens, et Tom Coughlin en 2007 aussi. Donc c'est pas un truc qui a jamais eu lieu chez les Giants, donc peut-être qu'ils en sont aussi là-dessus, à voir comment ça va se passer. Là on peut pas deviner encore, mais pour l'instant Gettleman est parti et Joe Judge est toujours là. Voilà, je sais pas la réaction à chaud de ça, Thiergo. Du départ de Dave Gettleman. Ouais, du fait que Judge soit toujours là. En fait, la question de Judge elle est tellement compliquée parce que tu vas voir les gens qui vont dire il faut faire un reset global et il faut vraiment virer tout le monde et repartir à zéro, et la méthode radicale c'est on les dégage tous et on prend des gars qui viennent de l'extérieur. Et puis après t'as ceux qui vont plutôt se dire, et je pense que je suis plutôt dans ce camp là même si j'hésite un peu avec l'autre, qui vont se dire on a déjà enchaîné 2 head coach sur 4 ans. Donc là c'est notre 3e head coach sur 6 ans, alors qu'avant on avait eu Tom Coughlin qui avait duré des années. On a un nouveau quarterback qui lui en fait en est
à je sais plus combien de coordinateurs entre ce qu'il a eu en NCAA et ce qu'il a eu en NFL. Il nous faut un peu de stabilité au niveau des head coach. On règle le problème des GM, du GM, et on continue avec ce coach-là. Mais le problème de cette option, c'est que et dans le choix de notre prochain GM, ça va être un énorme challenge. C'est de trouver un candidat à qui on peut dire bon bah voilà, tu dois reconstruire l'équipe et par contre t'as quand même une main coincée dans le dos puisque tu peux pas choisir ton coach. Tu dois refaire le roster, hein, l'effectif, mais on te laisse pas décider si t'es content de Joe Judge ou pas. Après, c'est sur la première année. C'est sûr que si Judge, là, pour le coup, fait une saison dégueulasse, il sera pas là une 4e année, c'est sûr. Ouais, mais dans ce cas, ça sert à rien. Autant virer Judge tout de suite. Bah, tu vois, c'est la fameuse Prove It Here qui a marché quand même, hein, puisque regarde, Facel en 2000, on va au Super Bowl. Donc, c'est... Mais est-ce que les effectifs n'étaient pas aussi meilleurs? Parce que, complètement. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Mais il y a juste un point qui, moi, m'intéresse de savoir, c'est que du coup, ton nouveau General Manager, est-ce que tu partirais, en suivant votre logique, sur le fait que le General Manager serait, entre guillemets, en concubinage avec Joe Judge. En gros, je sais qu'il y a un an que je suivrais de près du côté des Giants dans l'éventualité où Joe Judge resterait, parce qu'il y a quelques candidats qui vont sortir du chapeau. Le but du jeu, c'est pas de faire du virtual GM ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a le nom, par exemple, j'ai vu passer le nom de Monty Ossenfort, l'assistant de John Robinson à Tennessee. Qui a déjà travaillé avec Joe Judge du côté des Patriots. Et c'est vrai que c'est un nom qui revient assez souvent. Donc je me dis peut-être, en plus dans une mouvance moderne qui est assez fréquente, où c'est souvent les head coachs qui aiment bien, enfin surtout ceux qui sont déjà en place, qui aiment bien placer leur GM justement pour créer une espèce de symbiose interne. Est-ce que du côté des Giants, on n'essaye pas de se dire, parce que malgré tout, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que les Giants soient toujours avec un temps de retard. Parce que Gettleman, on n'a pas attendu 2021 pour se dire c'est peut-être pas forcément la bonne solution aujourd'hui aux Giants. Il est décrié depuis pas mal d'années. Tu le dis de manière gentille. Hein. Voilà, non mais. Et j'ai un peu peur pour les Giants que du coup, que les propriétaires se rendent compte d'ici 1 ou 2 ans que finalement, c'est vrai que de Judge, on n'avait peut-être pas tort de le démonter en pièces en 2021. Donc c'est un peu ce qui me fait peur. Et je me dis, voilà, peut-être qu'on essaie de ramener un petit peu de symbiose, d'harmonie en interne, en essayant peut-être de créer un duo fort. Encore une fois, si Joe Judge reste, parce que voilà, s'il est licencié, tout mon raisonnement partira en morceaux. Mais c'est une éventualité que je surveillerai de près du côté de New York. Ouais, c'est vrai. Alors, t'as le nom de Kevin Abrams qui revient souvent aussi, qui du coup est l'option Dave interne. Ziegler aussi. Ça fait plus chier. Qui a déjà été GM intérimaire avant Gettleman, Abrams, je dis pas de bêtises. Ah, peut-être, je sais pas. Il me semble qu'il a fait la passerelle entre Reese et Gettleman. Possible, ok. Ouais, ça tu disais quoi, Thiergo ? Ouais, je disais, il y a Dave Ziegler aussi, qui est directeur of player personnel chez les Patriots et qui apparemment a passé une saison avec Joe Judge. Cette idée de dire, on pourrait peut-être prendre un GM qui connaît Judge pour qu'il y ait une symbiose, elle est intéressante. Mais là, quelque part, on est un peu dans la demi-mesure. Parce que encore une fois, est-ce que c'est suffisamment radical? Et ça me fait penser que ça fait quelque part un peu 10 ans que Mara et Tisch sont dans la demi-mesure. Et même du temps de Tom Coughlin, hein, quand Tom Coughlin, après son Super Bowl, même pendant l'année du Super Bowl, ça se passait pas bien, on disait qu'il allait se faire virer, on disait qu'en fait le coordinateur défensif était pas bon, le coordinateur offensif il était vieux, on a poussé, comment il s'appelait, j'ai plus son nom, Kevin Gilbride à prendre sa retraite, puis finalement on a poussé Tom Coughlin à prendre sa retraite pour mettre son coordinateur offensif qu'on a dégagé, et puis après on s'est dit non, en fait on dégage le GM et puis on prend un vieux GM qui travaillait déjà chez nous, et ainsi. Et en fait au bout d'un moment on se demande quand est-ce que ce cycle, en tout cas cette série de demi-mesures va cesser. Et si ça peut être vraiment payant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Greg, Monty Ossenfort fait partie des noms qu'on a beaucoup liés aux Giants, et quand on voit le travail qu'il a réussi à faire chez les Titans, ça peut être intéressant. C'est aussi ça, c'est d'un point de vue draft, et je vous apprends rien si je vous dis que cette année, au niveau de la draft chez les Giants, ça va être importantissime. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux repartir avec un GM qui sait à peu près quoi faire dans ce genre de situation. Ouais, d'ailleurs, justement, draft, si on peut essayer de se projeter un tout petit peu,
Draft, on a le 5e et le 7e choix, grâce à la défaite des Bears hier. Donc c'est quand même, ça pour le coup, il en a pas fait beaucoup des choses bien, Dave Gettleman, mais c'est vrai que l'année dernière, avec l'échange qu'il a réalisé, on a pris le pick des Bears et il se retrouve que les Bears sont pas une équipe incroyable. D'ailleurs, ils viennent de virer leur head coach. Donc on récupère ce 5e choix qui est le choix des Giants, le 7e qui nous vient des Bears. Qu'est-ce que, si on essaye justement là de voir un peu ce qu'on ferait, Greg, là tu ferais quoi là si t'avais, toi qui suis un peu la NCAA aussi, un peu beaucoup même, si tu devais pick au 5 et 7 pour les Giants là, pour essayer de... Qu'est-ce qui serait le plus logique selon toi? Moi, forcément, il y a 3 positions qui reviennent en fonction de ce que veut faire Joe Judge, en l'occurrence, ou en tout cas le futur organigramme, parce que c'est dur de se projeter encore à l'heure actuelle. Pour moi, il y a 3 possibilités, vous en parliez plus ou moins tout à l'heure, mais il y a 3 postes qui reviennent en priorité. Sur les 2 premiers tours, par exemple, j'entends, parce que du coup, on parle d'un top 40. C'est quarterback, ligne offensive et linebacker. Parce que pour moi, je ne pense pas que Blake Martinez restera, surtout vu le prix qu'il coûte et la saison qu'il a faite. Tu penses qu'il sera pas là l'année prochaine? Il a fait une saison il a fait partie des joueurs qui ont eu une saison écourtée et je crois que le fait de le cutter ferait faire beaucoup d'économies aux Giants. D'accord. Pour un joueur qui reste malgré tout, même si globalement il produit, mais il reste ultra unidimensionnel. On a vu que Tech Crowder, en l'occurrence, arrive quand même à être assez bien développé, même si lui aussi a pas un panel très non, développé. Mais il est meilleur sur la couverture de passe en tout cas. Il est meilleur. J'ai envie de te dire, c'est pas dur. Mais non, oui, mais après, il c'est a un l'air bon plaqueur. Oui, voilà. il a l'air meilleur. Mais tu vois, je sais que linebacker, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Je sais que sous Jerry Reese, c'était loin d'être le maître mot, le poste de linebacker. Non. Ça peut le devenir, mais dans le côté linebacker un peu moderne. Je sais qu'il y a un pick que j'aime beaucoup, que je trouverais assez sexy chez les Giants au premier tour, par exemple, c'est un Devin Floyd de Utah, qui est extrêmement polyvalent, qui est un peu dans cette mouvance Isaiah Simmons. Devin White, ce type de profil-là, où on voit que mine de rien, quand ça rentre dans des équipes, c'est tout de suite des défenses qui arrivent à progresser de manière significative. Alors, c'est pas la défense le point faible des Giants, on en a déjà parlé. Mais voilà, en attaque, je te sortirais plus de postes. Quarterback en fonction de la priorité que tu veux en donner. Et puis forcément, un tackle qui peut éventuellement au pire jouer garde dans un premier temps, même si a priori ce sera au moins pour remplacer Nate Solder la saison prochaine. Mais oui, un tackle, ça me paraît un peu une mauvaise idée au premier tour, très clairement. Ouais. Ah ouais, moi c'est un tackle droit, c'est clair que... Enfin bref, après tu peux inverser, Andrew Thomas a déjà joué à droite aussi, donc après si un mec qui est bon, il peut jouer à droite ou à gauche, peu importe. Clairement. Mais non, mets ton Matt Peart à droite, je comprends pas. Ce projet qui a si bien fonctionné. Non, clairement un tackle ça va être très important en premier tour. Alors moi je prendrais, j'ai déjà fait des mock drafts pour rigoler, je prendrais 2 O-line, je me ferais pas chier. Ça me paraît tellement être notre point faible de très très loin que j'irais sur 2 O-line sans hésiter, un tackle et un garde, voire un centre, pourquoi pas, même si à chaque fois on entend oui mais les centres ça peut se récupérer plus tard. Apparemment il y en a un qui est très très chaud là, comment il s'appelle, Linderbaum d'Iowa, ouais, tout à fait. Qui lui apparemment est quand même au-dessus du lot, donc tu vois ça me dérangerait pas. Mais ce qui est intéressant, je ne vais pas faire une spéciale draft, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec les picks 5, 7, et on l'a dit, le nombre de choix importants qui vont être à faire de la part des Giants, si tu as possibilité de descendre un peu plus dans la draft, tu as quand même moyen de récupérer des choix extrêmement sexy, de cumuler pas mal de choix, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Donc ça, c'est pas inintéressant non plus quand tu sais que tu as beaucoup de trous, surtout offensivement. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu parlais des QB. Alors moi, j'ai cru comprendre. Avec Thiergo, on n'est pas des méga connaisseurs de l'NCAA. Moi, je m'intéresse beaucoup avant la draft et je vais aller lire des reportings, mais je regarde pas les matchs et du coup, je connais pas bien. Niveau QB, j'ai cru comprendre que c'était pas la folie cette année. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Greg? Est-ce que tu vois des profils qui pourraient quand même être intéressants? Parce que moi, je pense pas que Daniel Jones soit le premier problème de cette équipe pour l'instant. Mais si on devait se dire, tiens, il nous faut un nouveau QB. Mais moi non plus, c'est pour ça que du coup j'étais pas sûr de prendre un quarterback au premier tour, parce qu'on a vu qu'il y a une progression, mais bon, il y a toujours ces histoires, les 7 fumbles en 11 matchs par exemple, ça reste oui, après il a beaucoup cuté, il a beaucoup cuté les pertes de ballon par rapport oui, clairement, on était à quoi, une quinzaine ou une vingtaine je crois sur les premières années, c'était tellement étourdissant, mais oui non, clairement à ce niveau-là, je te rejoins là-dessus, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est plus une classe qui va être intéressante sur le long terme. Il n'y a peut-être pas de crack absolu dès la première année, peut-être pas des Joe Burrow, des Justin Herbert, ce genre de profil-là. On parle très très peu d'un quarterback en numéro 1 de la draft, par exemple.
Beaucoup de points d'interrogation. On sait qu'il y a Kenny Pickett de Pittsburgh qui a une trajectoire un petit peu à la Joe Burrow, mais dont on ne sait pas trop parce que c'est pas forcément la même concurrence. Mais en tout cas, c'est le pic vraiment qui est assez notable et on a vraiment senti une vraie maturité dans son jeu cette année. Il y a un Matt Corral d'Ole Miss par exemple qui est très habile sur le jeu profond. Donc si on veut apporter un peu plus d'explosivité verticale du côté de New York, pourquoi pas. Et puis voilà, le troisième choix un peu intriguant, c'est Samuel. Mais voilà, qui est un quarterback assez mobile, qui lui aussi peut être assez habile sur le jeu vertical. Donc voilà, qui a ce côté un petit peu polyvalent, mais c'est vrai qu'il a aussi des défauts un petit peu similaires à Daniel Jones, c'est-à-dire qu'il y a du déchet aussi au niveau de la conservation du ballon. Si on parle sur des projets vraiment efficaces à court moyen terme, en tout cas les plus potentiellement efficaces rapidement, ce seraient ces trois-là. Mais voilà, c'est pour ça que vu les incertitudes du côté des Giants, c'est peut-être pas une mauvaise solution pour rejoindre ce que tu disais, éventuellement d'encadrer surtout majoritairement Daniel Jones pour vraiment être sûr et certain de ce que tu peux vraiment en obtenir à l'avenir et à l'issue de ça prendre ta décision. Ouais. C'est ce qu'ils auraient dû faire il y a 10 ans de toute manière. C'est Jerry Reese, ça a commencé, toute cette histoire a quand même commencé avec Jerry Reese qui n'a jamais fait ce qu'il fallait pour remplacer l'excellente O-line qu'on avait du temps du premier Super Bowl, Karim McKenzie, Sean O'Hara, Chris Nee, Rich Seubert et David Deal. Même si David Deal n'était pas un top left tackle, on avait au moins une O-line qui tenait et qui en fait a quand même beaucoup aidé Eli Manning dans son début de carrière. Et quand on a passé des années en fait à se dire mais est-ce que c'est pas Eli Manning le problème, moi je faisais partie de ceux qui disaient mais de toute manière même si on veut changer Eli Manning, le problème ne sera pas réglé tant qu'on n'a pas réglé le problème de la protection. Et c'est valable aussi pour Daniel Jones. Il y a des rumeurs qui disent que Russell Wilson aimerait bien être échangé pour aller à New York. Russell Wilson, il va mourir à New York si on n'a pas changé la ligne offensive. Donc, au final, drafter un QB en 2022, pour moi, pour les Giants, c'est un non-sens. Parce que en fait on va juste rentrer à nouveau dans ce cycle de on met un QB, il n'a pas de ligne offensive, du coup c'est un David Carr bis, il ne fera rien de sa carrière, on aura gâché d'autres bons joueurs et on sera reparti pour un cycle de 5 ans à se dire mais bordel c'est quoi le problème, alors qu'on sait tous que le problème c'est les 5 mecs qui sont censés protéger le QB et ouvrir les brèches pour notre running game. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça, ce que vous avez dit tous les deux. D'abord, reconstruire un peu le cœur de cette équipe et avoir une O-line et aussi des remplaçants, parce que c'est pas le tout d'avoir une O-line titulaire, mais on l'a bien vu cette année avec les blessés qu'on a eus, les Nick Gates, etc., qui ont fait défaut à l'équipe dès les premiers matchs, et du coup ça a été très compliqué derrière. Être capable aussi, et ça, Gettleman, il n'a pas été capable. Alors, sa O-line, starter, on ne sait pas vraiment, puisqu'ils ont tous été blessés trop vite, les deux gardes et le centre ont vite jarté. Tackle droit, on savait que ça allait être compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que derrière, il avait rien prévu, et c'était le cas aussi avec Jerry Reese. Déjà, alors Jerry Reese, tout le monde était nul, les remplaçants étaient nuls, enfin, ça n'a pas trop changé, la philosophie est un petit peu la même. On a une seule pièce, et Greg, tu l'as dit, c'est Andrew Thomas qui lui a clairement montré une progression, et maintenant très bon, et je pense qu'il n'y a pas à remettre en cause ce tackle gauche qui est quand même le poste le plus compliqué et qui coûte le plus cher d'ailleurs, puisque c'est dans le blind side du QB quand tu as un QB droitier. Maintenant, oui, je pense qu'il vaudrait mieux du coup avoir une saison où on encadre bien et on laisse du temps à Daniel Jones qui peut faire des lectures à peu près correctement, parce qu'il est quand même super serein. Il est un peu similaire à Eli Manning pour ça, même si Eli Manning à la fin de sa carrière il était un peu plus paniqué à l'idée d'avoir une O-line qui bloquait pas, mais je le trouve pas trop paniqué malgré cette O-line qui tient pas. Il arrive à faire des choses. Maintenant forcément si tu lui laisses plus de temps, on l'a vu cette année contre les Saints, dès qu'il y a eu un peu plus de temps et la O-line a joué à un bon niveau, bah ça a déroulé. Donc c'est clair que ça peut changer beaucoup de choses. Si là, juste dernière question Greg, avant qu'on clôture, là mettons on arrive à reconstruire, le GM est correct, il arrive à drafter correctement, on arrive à avoir une O-line qui maintenant tient à peu près la route via 1 ou 2 moves à l'intersaison plus une draft correcte. L'année prochaine, on voit que finalement Daniel Jones fait pas le boulot. Tu parlais des QB de cette année, si tu dois donner 1 ou 2 noms pour la draft de l'année prochaine, de ceux qui pourraient a priori se présenter, est-ce que l'année prochaine c'est aussi entre guillemets faible mais pas intéressant que cette année, ou est-ce que là on aura plutôt des profils et vaut mieux attendre 1 an pour du coup drafter un QB, auquel cas ça renforcerait cette idée de d'abord faire un cœur d'équipe et ensuite aller vers un QB?
Quand tu dis l'année prochaine, tu parles de la draft d'avril, on est d'accord? Ouais, la draft, pas celle qui vient, mais celle d'encore après, du coup. Pas celle Ah, qui c'est vient encore après. 2023. Ah oui, 2023. Oui, bah là, il y aura déjà des projets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus excitants. Donc oui, au premier tour, ça vaudra déjà un peu plus le coup d'être tenté. Donc ça aurait du sens en fait. Oui. Ah oui, je pense que tu auras des candidats beaucoup plus crédibles. Encore une fois, dans la logique de voir potentiellement ce que tu peux obtenir de Daniel Jones, c'est en conséquence. Si ça se passe pas bien, bah tant mieux, tu seras le mieux placé. Même si ça va continuer de faire des podcasts un peu compliqués. Et puis si ça se passe bien, bah écoute, au moins il y aura d'autres priorités à avoir, mais ça me paraît pas une mauvaise solution et potentiellement attendre 2023 ou au pire si tu vas sur 2022, peut-être essayer un quarterback peut-être au deuxième tour éventuellement avec les choix que t'as. Et puis au pire tu mets Daniel Jones en concurrence pour voir justement comment il y répond. Et de toute façon, il va nous falloir un remplaçant. Donc pour le coup, c'est pas forcément une mauvaise idée d'aller voir dans les tours un peu plus late et trouver un Tom Brady au 5e tour, pourquoi pas, ça serait bien. Et du coup, si tu dois... Merci, c'est gentil. Si tu dois donner un ou deux noms parmi les prospects qui seraient intéressants en 2023, il y a qui ? Bah, il y a Bryce Young d'Alabama, il y a CJ Stroud d'Ohio State, j'essaie de rappeler exactement tous les noms. Qui pour l'instant sont intéressants, après tout peut évoluer très vite dans une année. Oui, carrément. Ça, c'est vrai que... Il y a énormément de joueurs qui sont dans ses premiers choix un an avant et qui ne le sont absolument pas l'année d'après, mais oui, en tout cas on parle de gros candidats au top 10, voire au statut de numéro 1. D'accord. Donc voilà, après Tyler Van Dyke de Miami, enfin il y a différents profils, là aussi Van Dyke c'est plus à confirmer, mais que ce soit Young ou Stroud, on est quand même sur deux profils extrêmement intéressants, mobiles et super efficaces dans le domaine aérien. Ok, et bah du coup on a le plan. Bah écoutez, dès qu'on termine, j'appelle John Mara et je lui dis qu'on a un plan pour l'avenir et que du coup je me présente au poste de GM. On va s'arrêter là si ça vous va. Thiergo, est-ce que tu as une remarque ou un mot pour la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur ce Black Monday et écoute, sur les Giants à partir de maintenant? Qu'est-ce qui va nous arriver dans la tronche? Justement, quand tu auras appelé John pour prendre la suite de Dave Gettleman, n'oublie pas d'engager Greg, ça pourrait être utile. Voilà. Et puis si tu peux me trouver un petit poste à côté. Tu veux faire quoi? Waterboy, ça te va ou pas? Ah non, moi je veux bien m'occuper de la communication. Tu vois, okay. Tu te prends. Bon, faut juste tenir le coup quand ton équipe fait de la merde, mais au moins c'est ça. le community manager des Giants cette saison, il a eu un job bien merdique. Là t'as choisi un job de merde, parce que franchement faire ça dans une équipe qui tourne pas, où tu te fais insulter dès que t'essaies d'être enthousiaste sur les réseaux sociaux alors qu'en fait tout le monde en a rien à foutre que ton équipe elle est éliminée depuis 3 matchs et que du coup tu te fais juste insulter, ça doit quand même non mais ça ce sera le stagiaire qui fera ça. Moi je serai dans mon bureau à m'occuper des côtés plus sympas de la communication et de l'événementiel. C'est tout ce qui me branche. Et à lancer des fléchettes sur un logo des Eagles. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup Drake d'avoir participé, de nous avoir apporté ton œil vraiment extérieur et expert, et puis avec ta connaissance aussi du foot universitaire, ça c'est cool parce que c'est vrai que nous on est un peu moins calé là-dessus, donc c'était très cool de t'avoir. Bah merci à vous d'avoir pensé à moi, en tout cas avec plaisir, et puis peut-être à très bientôt, je l'espère. Ouais, et tu sais quoi, je te reproposerai de venir avant la draft, tu viendras nous apporter. Avec plaisir. Si t'es dispo, ça pourrait être sympa. Carrément. Ouais. On verra où en sont les Giants au niveau du staff et qui ils ont embauché d'ici là. Bon, bah merci messieurs, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour un prochain épisode. Bah du coup je sais pas quand est-ce qu'on le fera, on va réfléchir aux épisodes de l'intersaison, on en fera c'est sûr, y a pas de doute. S'il y a des besoins d'emergency podcast sur certains trucs qui sont passés, on en fera. Et puis sinon on vous tient au courant sur Twitter pour les différents podcasts. Donc pour rappel, vous pouvez nous suivre sur le compte Giants @NYGiantsFR, Thiergo @THIERGOW, et toi Greg, tu peux donner ton Twitter aussi. Yellow Radiosa, je sais pas s'il faut que je l'épelle, mais en tout cas Yellow IE2LO IE2LO RADIO 2SA. On le mettra dans la description du podcast de toute manière. On le mettra dans la description. Ouais. Voilà. Et puis voilà, merci à tous, on vous dit à très bientôt pour l'épisode 51 avec toujours plus d'aventures de notre équipe favorite. À très bientôt, ciao. Salut.